Voilà, tout va bien. Voilà. Donc je déroule le plan que je me propose de suivre pour cette présentation. Donc un plan en 4 parties, avec dans le premier temps la genèse qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet et la problématique qui m'intéresse, des éléments de méthodologie. Ensuite, partie assez centrale, j'aborderai la typologie que j'ai pu développer pour mon travail et les déterminants de l'évolution des systèmes de la gestion des déjections humaines dans le contexte urbain. Et dans le dernier temps, j'esquisserai quelques conclusions sur la base du travail que j'ai réalisé. La genèse de ce travail s'inscrit dans le cadre d'une formation d'ingénieur orienté sciences du vivant et traitement des eaux, études que j'ai pu mener en France à l'école génie rural et aux États-Unis à Stanford, où j'ai perfectionné des connaissances en traitement de l'eau. Sur la base de cette formation, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'assainissement, avec des fois des écarts dans le domaine de l'eau potable, mais ce qui m'a toujours motivé, voilà, c'est la thématique assainissement, épuration des eaux usées, traitement et gestion des égouts, et je rajoute aussi ordures et fumier. Et quand j'interviens dans des étudiants, je dis souvent, ce qui me motive, c'est ce qui est mou et ce qui pue. Donc en 2 mots, c'est ce qui peut faire monter et faire l'objet de compostage. Je me suis trouvé professionnellement confronté à des enjeux liés à ces thématiques-là, aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque j'étais 2 ans au Vietnam. Et c'est vrai que ça m'a permis de relativiser ce qu'on voit en France, et c'est certainement un des éléments qui est à l'origine des questions que je me suis posées. Ma curiosité m'a également conduit à m'investir à titre professionnel dans des associations spécialisées. La GHTM-AST, qui est un acteur historique de la question de l'hygiène publique, c'est une association de 1905, et le RISPO, qui est une association beaucoup plus récente, Réseau interprofessionnel des sous-produits organiques, l'association Rhône-Alpes qui est hébergée dans les bureaux, que j'ai le plaisir de présider, et qui fédère les acteurs du compostage et de la méthanisation des déchets. J'étais jusqu'à présent dans des considérations relativement théoriques. Alors pour illustrer l'intérêt qui m'a conduit à travailler sur ce sujet, je prends une question. Alors la question c'est l'égout d'épuration, qui aujourd'hui sont l'homologue de déjection de nos ancêtres fin 18e, début 20e, que deviennent-elles? Alors j'ai compilé sur la base des données des rapports annuels eau et assainissement de ces 4 métropoles, les données pour apprécier le taux de retour au sol des égouts d'épuration. Et ce qu'on voit, c'est que pour des grandes villes françaises, il y a une très grande hétérogénéité. À savoir qu'à Marseille, dans les années 2017-2018, il y avait à peu près plus de 90% d'égouts qui partaient en agriculture, probablement après une étape de compostage chez mes amis de Sotreco, alors qu'à Lyon, moins de 20% d'égouts retournent au sol. Vous l'aurez compris, le sol, évidemment, fait l'objet d'une combustion thermique. Alors pourquoi de telles différences entre Marseille et Lyon? Sous l'angle de la circularité, donc du retour au sol de ces déjections, on se dira à Lyon c'est un peu faible, Marseille c'est très fort. Alors est-ce que c'est parce que, comme je l'indique ici avec une pointe d'humour, les déjections des Marseillais seraient d'une qualité supérieure à celle des Lyonnais, peut-être l'effet pastis, je ne sais pas, ou est-ce que, plus sérieusement, et en fait tout ceci traduit un peu la difficulté à trouver des réponses, est-ce que, parce que le directeur des services techniques en charge des grandes décisions pour les investissements en matière d'ordures comme d'assainissement s'appelait Camille Chalumeau et a dirigé les services techniques de la Lyon pendant 33 ans, et que le nom Chalumeau incinération, bon, bref, est-ce qu'il faudrait y voir, non sans malice, le fait que Chalumeau, on trouve d'ailleurs dans les archives de la ville de Lyon des documents qui montrent que Chalumeau était bien plus enclin à favoriser l'incinération que les solutions de valorisation organique des déchets. Donc voilà le genre de questions qui m'interrogent. Autre point qui également m'a motivé à faire cette démarche, c'est un sujet d'actualité. Voilà. La problématique, telle que je l'appréhende, fin 18e, début 20e, à l'époque où le réseau d'égouts n'est pas encore la loi, on le retrouve encore et de façon relativement dramatique aujourd'hui dans le monde, avec là, j'illustre mes propos, avec une photo du camp de Cox's Bazar au Bangladesh, où vous avez 800 000 réfugiés Rohingyas qui sont installés dans le endroit où il n'y avait aucune infrastructure pour gérer les déchets,
Et on voit que les techniques, à l'époque, ben voilà, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que j'ai trouvé dans le cadre de mes recherches historiques. Alors, quelques chiffres pour illustrer l'importance contemporaine de ce problème d'assainissement. Donc, c'est des données toutes récentes extraites du jour de World Toilet Day 2019. Donc, chaque année, le 19 novembre, si vous ne le savez pas, est consacré aux toilettes. Donc, on dirait aux toilettes sans papier. Donc, un être humain sur 10 pratique la défécation en plein air. Un être humain sur 4 consomme de l'eau qui est contaminée par des déjections. Et une population relativement importante, estimée à 400 millions d'enfants, moins de 5 ans, meurent chaque année suite à une contamination par des eaux souillées, par des déjections. Donc on voit que c'est un problème qui est réellement contemporain. L'expérience que j'ai pu avoir au Vietnam, où je commercialisais des stations de traitement d'eau potable, m'a sensibilisé à cette question de l'assainissement. Un point important aussi qui m'a conduit à faire cette recherche historique, c'est que voilà, j'ai extrait 2 transparents des cours que je délivre sur l'épuration des eaux usées et sur le traitement des loups. Donc, un élément que j'ai emprunté ici à Jacques Le Sabre, qui permet de voir la grande complexité en termes de typologie des procédés de traitement des eaux usées, avec des techniques intensives, des cultures libres, des techniques extensives, et à chaque fois, caractéristique de tous ces procédés, on a des bouts, on a un résidu, un soluble qu'il va falloir traiter. C'est principalement là que s'est porté mon attention, que devient ce que Freud appelle le petit reste de terre et un reste, donc nos déjections humaines. Et donc, sur la station d'épuration, si nous avons la file gros, on a aussi la file boue. Voilà. Puisque le choix a été fait d'une évacuation liquide des déjections, pour la valoriser, il faut éliminer l'eau. Éliminer l'eau, c'est une opération relativement complexe qui se décline en différentes étapes. Et toutes ces étapes, pour apprécier leur évolution, les enjeux liés au choix des équipements, j'ai senti le besoin assez fort de remonter dans le temps et de m'interroger sur l'origine de ces techniques. L'origine de ces techniques sous l'angle de qu'est-ce qu'on peut faire de ces bouts. Donc, 2 autres transparents issus de mes cours qui mettent en évidence qu'il n'existe pas, le nombre de solutions pour geler les déjections est relativement limité. La première des solutions, j'allais dire celle de bon sens, celle que je qualifie de circulaire, c'est le retour au sol de ces déjections. L'alternative étant l'enfouissement ou la dilution dans la rivière. Et puis, si on a enlevé l'eau, on peut, c'est le cas pour des grandes villes, faire une valorisation thermique, mais c'est la solution du riche, parce qu'enlever l'eau, ça coûte relativement cher. À droite, vous avez un autre transparent qui vous montre la panoplie des traitements qui s'appliquent à la gestion des boues. On peut distinguer d'une part les solutions thermiques, avec une durée de traitement très brève, et puis des procédés relativement plus extensifs, comme le compostage qui peut s'étendre sur 3-4 mois. Par rapport à toutes ces techniques qui sont mises en concurrence, d'où viennent-elles? Quels sont les déterminants qui conduisent les collectivités à choisir telle ou telle technique? J'ai donc souhaité revenir un peu dans le passé et décrire une trajectoire historique des techniques. Dans le but de répondre à 3 questions que j'ai listées ici. Quels sont les systèmes qui sont employés par les cités pour gérer les déjections depuis le lieu de production? Alors ce lieu de production, je l'ai intégré dans une typologie, puisque je le désigne sous le nom d'interface usagée, jusqu'à l'éloignement définitif. Donc l'éloignement définitif, c'est ce qu'on vient de voir, soit le retour au sol, soit l'enfouissement ou la dilution, voire la combustion. Et en intégrant donc la solution de stockage intermédiaire en l'absence de réseau. Solution de stockage qui est importante parce qu'il va falloir vidanger la fosse. Et dernière étape, optionnelle également, celle de la valorisation. Dans quelles conditions les déjections de la ville peuvent trouver une destination dans les campagnes. Seconde question qui m'a animé tout au long de ma recherche, quelles sont les raisons des succès et des échecs des solutions identifiées? On verra qu'il y a profusion de solutions. Il y en a qui, sur le papier, elles ont toutes l'air formidables, mais ensuite il y en a qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Quelles sont les raisons qui permettent d'expliquer ces disparités?
Et enfin, exercice final, est-ce qu'on peut-on parvenir à définir des déterminants de l'évolution de systèmes de détection humaine qui, au fil du temps, on le verra, font que devenir de plus en plus complexes. Après avoir abordé la genèse, je vais aborder la problématique. Donc la problématique, c'est mon ancrage disciplinaire et le cadrage historique et géographique. Donc la dimension technique, mon travail, je vous l'ai dit, formation ingénieur, donc relativement technique. Mon approche d'expert judiciaire, c'est dans les détails que se cache le diable, donc il va falloir aller, je n'irai pas au fond de la fosse, mais chercher vraiment un petit peu la petite bête. Et en même temps, la démarche qui m'a conduit, c'est une démarche historique. Donc j'ai cherché des documents. Si je pouvais trouver de l'iconographie, c'était très utile parce que les descriptions techniques, simplement littéraires, ne sont pas toujours, des fois, très faciles à comprendre. Donc voilà, mon approche, interface de mission de l'ingénieur et sciences sociales historiques. La temporalité, je l'ai déjà dit, c'est fin du 18e, début 20e. Pourquoi fin du 18e? Parce que c'est à ce moment-là qu'une industrie se développe. J'avoue aussi que lire le français, le vieux français du 17e, j'avais un peu du mal. Et pourquoi je m'arrête au début du 20e? Alors vous l'aurez compris, j'aurais tellement envie de parler des techniques actuelles, parce qu'il faut bien aussi se borner à un moment donné. Et déjà, je pense que j'étais probablement trop ambitieux sur la période couleur. Dernier point dans l'ancrage, la localisation géographique. Donc j'ai appris, je dirais sur le tard, la démarche de l'historien. Donc il fallait que j'ai le cadrage temporel, mais également le cadrage physique. Et donc je me suis, parce que j'habite sur cette ville-là, mais aussi parce que la ville de Paris a fait l'objet déjà de nombreux travaux, principalement intéressé à la ville de Lyon. Et j'ai pu trouver des choses qui n'avaient pas été encore exploitées par d'autres chercheurs. Mais si je me suis intéressé particulièrement à la ville de Lyon, j'ai le plus possible fait des comparaisons dans une démarche d'exhaustivité avec d'autres villes françaises, mais également d'autres villes à l'étranger. J'aborde maintenant la question de la méthodologie. La méthodologie, c'est d'abord une attitude. Pour ceux qui me connaissent, parce que j'aime particulièrement cette lithographie de Pigalle. Donc, qu'est-ce que voit-on? On voit le médecin, donc je dirais le spécialiste, celui dont j'ai adopté la posture, peut-être un peu moins voûtée, voilà, et qui va examiner dans l'interface usagée du nom de pot de chambre, voilà, le résidu du métabolisme de ce brave bourgeois qui n'a pas la bien en forme, et le pot est tenu par la femme de chambre. On a quelqu'un qui s'intéresse avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de passion, voilà, à une matière pour diagnostiquer l'état du malade, et autour des gens qui font l'amour, qui ne sont pas très motivés. Donc voilà, moi, au-delà de ce dégoût, c'est ce qui m'intéressait. D'ailleurs, voir pas mauvais, si ça ne sent pas très bon, en tout cas, l'état est moins grave, l'état de santé du malade est moins grave que ce qu'il pouvait imaginer. Le corpus, important, puisque c'est une démarche historique que j'ai constituée, j'ai été le chercher à plusieurs endroits, dans des bibliothèques. En particulier, j'aime bien mentionner l'Académie des Arts et Belles-Lettres de Lyon, c'est un établissement dans le Vieux-Lyon, Palais de Saint-Jean, mais également à Paris, à la Bibliothèque internationale de Médecine. Bien entendu, l'École des Ponts et Chaussées, avant qu'elle ne commence à numériser une partie importante de son fonds historique. J'ai également pu consulter des documents en Belgique. Comme tout historien, il fallait que j'ouvre des cartons, que d'ailleurs dans le premier temps j'ignorais. Voilà, j'ai appris il fallait aller dans les archives départementales et municipales de la ville de Lyon. Donc là, j'ai pu accéder à des archives que je qualifierais de publiques. Et j'ai également eu le privilège de pouvoir accéder à des archives privées, que j'ai relativement peu exploitées, mais je vous livrerai quelques éléments en fin de cette présentation. Les archives privées de la société Plastic Omnium, qui est aujourd'hui dépositaire des archives de l'UMDP, l'Union mutuelle des propriétaires lyonnais, qui était une très grosse entreprise, l'équivalent des grands groupes aujourd'hui, dont je ne dirai pas le nom, sur la place de Lyon, avec un monopole de la ville. Au-delà de ces recherches de documents papier, j'ai également cherché, grâce à l'outil numérique Internet, d'autres documents. Donc, le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, est très riche. Google également a un programme, d'ailleurs en relation avec la ville de Lyon, de numérisation d'ouvrages anciens.
Des bases de données qui m'ont permis aussi d'identifier des articles, d'articles contemporains utiles pour mieux apprécier mon sujet. Et puis, passionné, quand il y avait des livres que je ne trouvais pas, qu'on ne pouvait ni trouver en bibliothèque, ni trouver sur Internet, j'ai essayé d'en acheter. Donc j'en ai acheté dans des librairies physiques où je suis rentré, et puis j'ai pu aussi acheter quelques livres sur Internet. Donc j'ai constitué un corpus sur cette question de déjection relativement important. Comme ça a été dit par le président, c'est vrai que c'est une recherche de longue haleine. Voilà, j'ai photocopié un extrait des cartes de lecteurs des bibliothèques. Bon, là, ça date de 2004, mais je ne veux pas insister là-dessus, on va dire que c'est tout à fait pas très sérieux. La méthodologie, c'est aussi classifier les documents sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, documents que je vais classer dans le premier temps comme des sources imprimées avec des périodiques. Le plus important étant certainement les annales d'hygiène publique et multilégales, revues sur laquelle donc, elles sont accessibles de longue date sur le site de l'ADUM. Et donc j'ai fait en fait un dépouillement exhaustif de tout ce qui touchait aux questions des déjections, d'assainissement sur presque un siècle. Puis d'autres revues un peu analogues comme celle d'hygiène et police sanitaire qui apparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Des revues techniques aussi, comme le bulletin technique du génie militaire. Des revues aussi très générales et pas du tout techniques, comme l'annuaire administratif, statistique, commercial de la ville de Lyon et du département du Rhône. Et puis bien entendu des revues contemporaines qui touchent au sujet de l'histoire de l'assainissement. Des ouvrages spécialisés en nombre très important, alors j'en retiens uniquement deux, parce que déjà le titre m'a séduit. L'engrais humain de Maxime Pollet, chimiste, édition 53. Et puis un ouvrage de Ligère, qui est architecte voyer de la ville de Paris, qui a traité 548 pages au thème des fausses légendes, des latines et des urinoirs. Ouvrage, surtout le deuxième, qui m'était très utile pour trouver des illustrations. Voilà. Et puis enfin, dans les sources imprimées, j'ai également consulté avec beaucoup d'intérêt le bulletin de la SEIN, donc la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et également des PV des académies, des PV de sociétés savantes, nationales ou régionales. Des sources manuscrites, alors vous voyez que bon, là c'est un rapport de Tessier de 1782 sur le méphitisme des fausses légendes. Donc ça c'est la petite fiche qui m'a permis de localiser le document dans la bibliothèque des arts et belles-lettres de la ville de Lyon. Puis là vous avez un autre manuscrit, donc on voit le papier est très joli, voilà, qui est sur des pompes proposées par Denis Suiffon. On reviendra sur ce personnage plus tard, qui ont donc été testés par l'élite scientifique de l'époque. Pour illustrer les manuscrits que j'ai pu consulter, j'ai également consulté, et ça je l'avais déjà dit, le plus possible des ouvrages et des iconographies. Donc là, vous avez un exemple d'un procédé développé par un médecin en 1786, et on peut voir qu'il y a déjà une séparation des matières. Probablement parce que j'ai un père ethnologue, voilà, j'ai fait attention aux termes et à la sémantique employée, et pour ne pas m'étendre trop longtemps sur ce sujet-là, le mot pollution, par exemple, je me suis refusé à l'employer parce que à cette époque-là, la pollution, c'est les pollutions nocturnes, c'est la profanation d'une église, donc je me suis dit non, je ne vais pas employer ce mot-là. Un autre terme aussi qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, parce que celui-là, je ne pouvais pas ne pas l'employer, c'est le terme de désinfection. Donc désinfection au sens littéral, c'est enlever les infections. Il est souvent utilisé dans le sens de neutraliser, d'hygiéniser, de ventiler, sans parler de pasteuriser. Enfin voilà, c'est un terme sur lequel j'ai voulu souligner le fait que la définition était évolutive. Je vais aborder maintenant une partie relativement importante de mon travail, qui est la typologie, que j'ai pu établir des différents systèmes, et les déterminants, donc déterminants qui doivent permettre de comprendre pourquoi ces systèmes sont en évolution. La typologie, c'est essayer, dans le corpus technique des différents objets et équipements que j'ai identifiés, d'organiser un petit peu les connaissances. Alors, sur la base des dizaines et des dizaines de procédés que j'ai pu voir, il m'a semblé qu'une décomposition en 4 modules, ce fameux module 1, interface usagée, je dirais familièrement sur lequel nous posons nos postérieurs, mais pas que, il existe aussi des interfaces usagées où on s'accroupit,
genre toilette à nature. Hein. Un deuxième module qui est optionnel, qui va me permettre de parler de la fosse d'aisance et de toutes les opérations vidanges. Je dis qu'il est optionnel parce qu'on peut très bien le bypasser directement, avoir une évacuation, soit par tonneau, hein, en imaginant que l'interface usagée est posée au-dessus d'un tonneau, soit par des réseaux d'égouts, soit par les solutions que j'évoquais tout à l'heure, d'enfouissement ou dilution en rivière. Et un dernier module, qui est également un module optionnel, qui est le module 4, qui m'a occupé puisque c'était la dernière partie de ma thèse, qui est le module « Que fait-on de ces matières ?» Voilà. Hein, donc, ces matières, elles ont un intérêt industriel en agriculture. Qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent être utiles ou pas? Je mentionne aussi, à l'intention de Fabien Esculier, voilà, la question particulière de l'urine, hein, qui a été un petit peu abordée, mais qui, somme toute, est relativement marginale. Donc, une décomposition, hein, en 4 modules pour essayer d'apprécier l'évolution des différents systèmes techniques. Voilà. Une décomposition également pour mettre en évidence par module, hein, la multiplicité des techniques. Alors là, j'ai pris le plus simple, c'est l'interface utilisateur ou interface usager. Hein. Donc, il n'y en a pas défécation en plein air. Tu sortiras du camp avec ton bâton et tu feras un trou, voilà, comme le pilote aéronome. Donc pour le technicien, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, interface utilisateur, il existe des systèmes mobiles, bah, c'est le pot de chambre, le vase de nuit, voilà, plus ou moins sophistiqués, plus ou moins privatifs et publics, et puis des interfaces fixes qu'on va diviser en deux groupes, celle que je qualifie d'interface sans reprise, donc la matière s'en va, elle est diluée, donc c'est le puits perdu. Hein, donc pour le coup, on contamine les nappes, ou le milieu aquatique. Hein, on a tous vu dans des vieilles villes des latrines qui étaient en bord de cours d'eau qui permettaient d'évacuer directement les matières. Le second groupe, c'est le groupe avec la reprise, donc la fosse d'aisance qui m'a beaucoup occupé dans le cadre de ma thèse. Donc on va la stocker, on va la construire, on va la vidanger. Hein, et puis, je l'aborde assez peu dans mon travail, le réseau, hein, qui est l'éloignement immédiat, qui peut être soit gravitaire, soit pneumatique. Les déterminants, j'en ai retenu principalement 4. Voilà. Donc le premier déterminant, ce sera des techniques qui évoluent sans arrêt. Le deuxième, ce sera la difficile cohabitation des enjeux liés à l'hygiène, donc au risque sanitaire, et à la circularité, c'est-à-dire le fait de retourner à la Terre, je dirais également, ce qu'elle nous a donné, ce petit reste de Terre. Troisième point, et non négligeable, pour comprendre l'évolution des systèmes, les enjeux financiers. Voilà. Tout ça coûte beaucoup d'argent, alors par personne peut-être pas beaucoup, mais comme il y a une mutualisation des moyens, on va voir que l'appétit des entreprises pour la gestion des éjections est un paramètre loin d'être négligeable. Et puis enfin, et ça aurait pu être aussi un des premiers déterminants, le fait que les règles sont très nombreuses et très confuses. Et ce qui fait que pour les opérateurs, arriver à avoir une vision claire de ce qu'il faut faire, des objectifs, c'est pas facile. Et donc c'est un des éléments qui justifie aussi le fait que les techniques sont en constante évolution. Alors dans le premier temps, je me situe en amont, hein, comment la fosse va évoluer. Alors quand on regarde bien au cours du temps l'évolution des fosses, les premières fosses avaient principalement un seul orifice. Voilà. Un seul orifice, bien pour la remplir, éventuellement pour la curer, mais le plus généralement pour la boucher, hein, la condamner. Un deuxième orifice est arrivé qui s'appelle le tuyau de chute, qui permet d'établir une distance entre la fosse et les matières qui sont stockées et l'usager. Hein. Donc la fosse, comme le tuyau de chute, évidemment le tampon d'accès, sont des dispositions qu'on retrouve dans les fosses qu'on trouve dans l'Antiquité. Hein. En revanche, le fait d'avoir une ventilation, donc un tuyau qui va permettre une mise à l'atmosphère de la fosse, permettant l'évacuation des gaz qui sont produits par les matières en fermentation. Comme je vous le dis, ma formation, pas ma fermentation, est très science de la vie, donc j'ai prêté un intérêt tout particulier à ce qui pouvait se passer dans la fosse, hein, et qui ressemble beaucoup d'ailleurs au compostage et à l'épuration des eaux. Donc le troisième orifice apparaît
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et permet en fait de faciliter le travail des vidangeurs, puisque celui qui doit curer la fosse, il vaut mieux que l'atmosphère dans laquelle il va pénétrer soit vivable. Et puis le dernier orifice, et le quatrième, hein, c'est la connexion à l'égout. Donc on voit dans un premier temps une fosse qui va être étanche, plus ou moins, elle peut être reliée à un puisard pour réduire les opérations de vidange. Et ensuite, alors que l'égout se développe, que l'égout est là également pour améliorer la gestion des eaux de ruissellement, cet égout va être utilisé dans le premier temps, hein, enfin plutôt dans le second temps, pour évacuer la fraction liquide, hein, de ces matières de vidange. Donc ce premier schéma pour montrer la lente complexification d'un ouvrage qu'on aurait pu imaginer relativement simple, qui est la fosse des Anses. Ce deuxième schéma, que j'emprunte à Bernard Vénery, qui est un ancien du SIAP, hein, donc je l'ai complété pour montrer qu'en fait, dans la fosse, qu'est-ce qui se passe? Cette matière est vivante, elle fermente, une séparation de phases, 3 phases principalement, hein, une phase gazeuse, avec des... Ici, c'est les fameux miasmes, hein, le CH4 qui, lorsqu'il y a une étincelle, va exploser et va être responsable de la mort du vidangeur de Lyon 1749, ou l'ammoniac qui va piquer les yeux et qui risque de rendre aveugles les vidangeurs, ou le CO ou l'H2S qui sont aussi très toxiques. Alors, rapidement, je dirais, les spécialistes ont déterminé qu'il y avait une sédimentation des matières avec une première couche qu'on appelle la croûte, hein, la vanne et la heurte, et une couche toute particulière qui s'appelle le gratin. Alors moi qui viens de Lyon, c'est pas le gratin d'Ophilois, parce que cette couche est au-dessus. Là, c'est le gratin au fond de la couche, au fond de la fosse. En fait, il est très riche en minéraux cristallisés, et c'est là que se trouve le plus grand profit à faire pour les vidangeurs. Donc ensuite, il y avait d'âpres travaux pour pouvoir au burin, hein, extraire ces matières-là, qui se vendaient très bien pour les maraîchers. Illustration des évolutions techniques. Donc là, c'est une invention sur la ville de Lyon d'un architecte qui s'appelle Fleury, hein, dans laquelle on peut voir déjà des différentes étapes qui permettent la séparation de phases, avec ici une extraction possible des corps solides, ici un stockage des liquides, et puis une troisième étape, hein, qui permet d'extraire probablement le sous-nageant, hein, donc une phase plus épaisse, hein, dans ce second réservoir. Alors Fleury a fait l'objet d'une analyse par l'Académie des sciences de Lyon, qui a trouvé son procédé absolument formidable. Bon, moi, j'ai trouvé aucune trace d'application de ce système-là, donc c'est un bon système parmi tant d'autres, hein, mais qui n'a pas connu beaucoup de succès. D'une autre manière, je vous présente dans cette slide les évolutions techniques majeures pour les opérations de vidange. Alors, dérivées de la gestion des mines en Grande-Bretagne, où pour prévenir le coup de grisou, on avait déjà inventé des systèmes de ventilation manuelle. Donc, Pargarde, qui est un des premiers opérateurs des vidanges en France, a utilisé cette équipe-là. Il est d'ailleurs à l'origine de la compagnie du ventilateur. Donc, première amélioration technique pour les opérations de vidange, la ventilation manuelle. Deuxième amélioration, un certain Dambournay de la ville de Rouen a testé avec beaucoup de succès l'utilisation de chaux, hein, pour prévenir la production de méphitisme. Et depuis, l'utilisation de réactifs chimiques est très fréquente dans le traitement des eaux comme des déjections. Suite aux travaux d'une commission désignée à Paris à la suite de nombreux accidents, Laborie, Cadet et Parmentier, donc ces fameux Parmentier de la pomme de terre, hein, ont recommandé l'utilisation d'un fourneau alimenté avec des braises pour pouvoir améliorer le tirage fait manuellement. Donc on a une ventilation accélérée à l'air chaud. On a, peu de temps avant la Révolution française, donc ça c'est des menuisiers qui font ça, hein, l'application de la première pompe à main, hein, pour évacuer les liquides. Et puis il faut attendre quelques années, 1846, pour voir sur la ville de Lyon la compagnie rivale déposer un brevet
pour une machine qui fonctionne à la vapeur et qui permet donc d'améliorer le pompage des matières de vivant. Alors en fait, dans la tête, j'ai trouvé une photo qui m'a induit en erreur. J'ai placé en 1880 en fait le développement des pompes à vapeur. Cette erreur en fait, elle vient qu'il n'y avait pas de photo avant. Bien. L'évolution des techniques, j'en dis un petit mot parce que Berlier est un ingénieur relativement méconnu, mais qui a eu la Légion d'honneur, qui est à l'origine du pneumatique à Paris, qui était aussi celui qui avait inventé un tunnel sous la Manche, un tunnel sous Gibraltar, et qui, au début de sa carrière, a été le directeur de ce qui allait devenir l'UMDP, et qui, s'inspirant de travaux du militaire hollandais Gernur, a mis au point le premier système d'évacuation pneumatique. Donc là, c'est un réseau qui permet de gérer les déjections humaines sous une forme relativement concentrée. Donc c'est une alternative très intéressante pour la valorisation agricole par rapport au système gravitaire. Donc là, en fait, ce système, il a essayé de le mettre en place sur Lyon, il n'a pas réussi. Il a réussi une petite opération dans l'ouest parisien. Et là, donc, c'est sur la caserne de la Potinière et sur le Valois que ces installations ont fonctionné pendant quelques années. L'évolution technique, c'est également un travail qui m'a conduit à m'intéresser aux brevets. Et donc, j'ai analysé 150 brevets environ, entre 1796 et 1882, une bonne partie provenant d'une base de données gratuite, qui est l'Institut national de la propriété industrielle. On trouve d'ailleurs des dossiers des fois relativement complets avec les schémas, donc c'est très utile. Donc sur la base de cette analyse, qu'est-ce que j'ai pu observer? J'ai pu observer que dans les titres des brevets, il y avait une diversité des procédés de traitement importants. Voilà. Certains revendiquent le séchage, d'autres la conversion, d'autres l'extraction, le blanchiment, l'épuration. Donc beaucoup de traitements possibles, beaucoup de coproduits ou d'intrants, puisque les déjections sont humides, pour réduire les mauvaises odeurs et pour faciliter aussi leur transport. On va souvent chercher à avoir quelque chose de plus facile à manipuler, donc à les épaissir. Et la liste des produits utilisés pour cet épaississement et la désinfection aussi est relativement vaste. Puisqu'on trouve du plâtre, de la chaux, d'autres déjections, de la houille, de la vase, de la terre, etc. Les brevets se caractérisent aussi par la créativité des termes employés. La poudrette, que tout le monde connaît, puisque c'était l'engrais qui était produit après 3-4 années de séchage sur mon faucon, mais également la poudre végétative inodore, la poudre fécondante, la gado pulvérisée, le stercora. On trouve aussi des fois les déjections alvides. Bref, vous l'aurez compris, un florilège de termes pour désigner ce qu'aujourd'hui on résumerait à engrais fécal. Dans les brevets, l'importance de l'odeur est à prendre en considération, puisqu'environ 10% des titres mentionnent la question de l'odeur. La question de la désinfection aussi que j'ai abordée est à prendre en compte, puisque 20% à peu près des brevets revendiquent une action désinfectante. Donc là, j'ai extrait du tableau que j'ai constitué pour ces 144 brevets, donc classés par ordre alphabétique, avec la cote qui permet de retrouver le document à l'Institut de la propriété industrielle, le nom du déposant. Donc on voit Bridet, c'est la poudrette, poudre végétative inodore. On peut voir qu'en 1833, voilà, un dénommé Courreau s'intéresse à la question des odeurs. Donc un Bellicard, lui, déjà cherche à séparer les matières, tandis que Houssard, lui, s'intéresse particulièrement aux ouvrages portatifs. Donc une grande diversité dans les brevets qui visent à produire de l'engrais fécal. Voilà. Sous l'angle de la désinfection, et reprenant les travaux qui avaient été faits par Ernest Vincent, qui est un membre actif de la Société d'encouragement pour l'industrie industrielle, la SEIN, voilà, lui a distingué les réactifs employés pour la désinfection sous forme liquide ou sous forme solide. Alors on retiendra simplement qu'à partir de 1820, voilà, il y a un essor très important des brevets liés à l'infection, essor qui traduit l'industrialisation de ce domaine.
L'autre déterminant important pour comprendre l'évolution, c'est l'antagonisme entre l'hygiène et la circularité. Alors on pourrait l'aborder de plein de manières. Hein. Les contemporains aujourd'hui parleraient d'innocuité, de normes, de risques sanitaires. Moi, je me suis intéressé à la question en me disant la valorisation agricole des déjections, elle passe par un produit qui doit être relativement concentré. Alors je ne l'aborde pas ici, mais la matière peut être soit sèche comme la poudrette, ce que j'ai déjà abordé, soit sous forme liquide, qu'on appelle l'engrais flammant, ben, elle est toujours concentrée. Donc quelque part, c'est l'opération de vidange qui permet, et qui est une condition sine qua non, pour valoriser les déjections de l'agriculture. Or, la vidange est une activité extrêmement dangereuse, hein, et j'en prends l'exemple sur le printemps 1734. Donc j'ai fait un inventaire des articles scientifiques qui faisaient état d'accidents, et on voit que il y a une explosion, il y a un mort, à Narbonne, il peut y avoir une mort. Alors des fois, il n'y a pas de mort, mais bon, c'est un sujet très, très important pour les médecins. Et donc la vidange, un des arguments pour le tout à l'égout, c'était de supprimer la vidange. Or, lorsqu'on supprime la vidange, eh bien, quelque part, on pénalise pour la valorisation des engrais fécaux. Hein. Donc ces engrais fécaux, leur intérêt en agriculture est connu depuis de longue date. Hein. Jussieu de Montluel, en 1782, avait remis un rapport, un manuscrit, hein, à l'Académie de Lyon, dans lequel il établit les différentes manières d'utiliser ces engrais. Voilà. Il définissait quatre différents procédés. Un peu plus tard, entre 48 et 1879, on voit l'importance économique de la valorisation de ces éjections. Avec ici la société qui s'adresse à la société des engrais lyonnais, qui s'adresse aux cultivateurs et aux horticulteurs, et puis ici la société lyonnaise de vidange inodore, qui s'adresse aux propriétaires, pas propriétaires qui payent le service, hein, agriculteurs et cultivateurs, qui eux payent l'acquisition des matières fertilisantes pour produire l'alimentation qui va nourrir les habitants des villes. Voilà. L'importance agricole des déjections, on en parle toujours, hein, sous forme de bout d'épuration. Là, ce petit encart est pour montrer qu'en fait, si les déjections peuvent être utilisées de façon brute, elles peuvent aussi être utilisées après distillation et traitement des matières. Donc le sulfate d'ammoniac, c'est jamais que l'extrait gazeux remis en solution, hein, des déjections qui concentrent l'azote. L'autre point, le troisième point et avant-dernier point fondamental, me semble-t-il, pour comprendre les déterminants, c'est les aspects financiers. Donc là, je reprends la célèbre formule de Vespasien à son fils Titus, hein, pécunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur, à savoir, c'est pas parce qu'on peut gagner de l'argent avec les déjections qu'on se salit les mains. Donc l'exemple que je prends, c'est un dénommé Bolloré, qui en 1778 a eu un privilège pour la vidange des fosses de Lyon. Mais ce privilège n'a pas duré plus de 3 ans, parce que les concurrents ont évidemment mis le doigt sur tout un tas de pratiques pas tout à fait conformes à son engagement. Et donc très rapidement, le privilège a été abandonné. Peu de temps après, 3 autres propositions sont formulées par des industriels lyonnais, un dénommé Deschamps, un dénommé Jean-Janin de Comblanche, qui est un médecin sur lequel je me suis arrêté dans la tête, qu'il faisait la promotion du vinaigre, et puis un dénommé Suiffon, que j'ai déjà évoqué avec ses pompes. Voilà. Donc ces 3-là, en moins de 5 ans, ont fait des propositions qui n'ont rien donné. Donc pour l'entreprise, un sujet d'importance, mais difficile à saisir. Voilà. Pour les entreprises, une concurrence redoutable et féroce, avec des fusions et acquisitions. Donc on voit qu'ici, en 1878, il y a 2 entreprises, et en 1880, il n'y en a plus qu'une. On reconnaît l'adresse, hein, rue Gasparin, donc ça c'est devenu l'UFDP. Vous avez ici à droite un petit cartouche d'une entreprise qui est spécialisée sur le plan thématique, puisqu'il existait des prestataires uniquement pour les vidanges militaires, donc spécialisés en caserne. Cette société UFDP a une stratégie gagnante.
Donc j'ai retrouvé dans les archives une note manuscrite, non datée, non signée, qui s'appelle « Programme à suivre pour constituer un monopole de fait au profit des propriétaires urbains et réaliser promptement des améliorations économiques ». Et dedans, vous trouvez le discours qu'il faut tenir vis-à-vis de l'administration, le discours qu'il faut tenir vis-à-vis des concurrents, et le discours qu'il faut tenir également vis-à-vis des actionnaires. L'UMDP, comme je vous l'ai dit, c'est devenu Plasticomium. Donc, ils avaient aussi fait l'acquisition de terrains près de Gerland qui ont permis d'asseoir leur fortune. Le dernier point, c'est la confusion des règles. Beaucoup de réglementations. J'illustre mes propos par une ordonnance du consulat de Lyon de 1791 qui établit le premier règlement pour la vidange des fosses. Voilà. Et à droite, eh bien, nous avons un équipage de vidangeurs qui transportent jusqu'au lieu autorisé ces matières de vidange dans un tonneau, hein, et ils sont surveillés par la police. Voilà. Parce que ce qu'on observe, c'est que très souvent, entre la théorie des règles à appliquer et la réalité, il y a besoin d'une police pour vérifier que le travail est bien fait. D'ailleurs, on fait un certain travail aussi sur les plaintes et les procédures en justice. L'évolution réglementaire, je vais aller assez vite, un corpus de textes très important, avec des sujets soit spécifiquement vidange, soit retour au sol des matières de vidange, soit eau pluviale. Alors si on regarde ça dans une perspective sur un patron de plus d'un siècle, on peut se dire, bah, tiens, il y a 3 périodes dans lesquelles il y a eu une inflation réglementaire. Alors il n'est pas étonnant, et à chaque fois les textes reprennent évidemment les textes antérieurs, donc il n'est pas étonnant que pour les acteurs du sujet, il y ait une certaine confusion. J'arrive à mes conclusions. Donc mes conclusions vont permettre de rappeler les évolutions techniques qui caractérisent la gestion de ces déjections, avec, on le voit, entre 1753 et 1887, voilà, depuis la ventilation manuelle de la fosse jusqu'au réseau pneumatique, pléthore de solutions. Donc un système que je peux qualifier d'évolution croissante. Une réflexion un petit peu à caractère philosophique dans lesquelles je distingue 5 niveaux de gestion des déjections, avec un niveau que je pourrais appeler le niveau 0. Vous comprenez pourquoi nous sommes au paradis, nous n'avons pas mangé la pomme, donc il n'y a pas de déjection, donc le problème est relativement simple. Un niveau 1, nous vivons en situation nomade, on se déplace. Donc là on trouve dans le Deutéronome, tu iras hors du camp avec ton bâton et tu feras un trou. Une période relativement grise jusqu'au XVIIIe siècle, où on trouve surtout des recommandations à caractère réglementaire sur l'interdiction de souiller la cité. Donc je qualifie ça de monde rabelaisien, en pensant à Pantagruel par exemple. Voilà. Un niveau 3 qui débute avec, qui constitue le point de départ de ma thèse, avec l'essor d'une industrie. Donc là on va avoir une obligation de moyens, on va avoir des entrepreneurs qui vont être dédiés à cette activité-là. Un niveau 4 qui commence vers la fin du XIXe siècle, qui voit la victoire du tout à l'égout avec la canalisation des déjections et l'oubli de ce sujet-là. Et il me semble que cette dernière étape, dans un monde dans lequel on parle de transition énergétique, on pourrait également aborder la révolution métabolique, qui serait que small is beautiful, avec des systèmes où les déjections sont recyclées quasiment sur place. Mais c'est un monde qui est probablement paradisiaque, puisque, je l'ai déjà évoqué, les questions sanitaires font qu'il y a un antagonisme important à recycler ces matières. Et enfin, voilà, pour terminer les propos, je prendrai cette petite illustration extraite d'une bande dessinée lyonnaise, voilà, qui s'appelle Les Millions, où on voit qu'au XVIIIe siècle, l'agriculteur va à pied avec ses sabots chercher des déjections lyonnaises pour fertiliser sa terre. Le système commence à s'industrialiser, puisque le pompage se fait avec une machine, et puis ensuite l'agriculteur peut partir avec sa tonne à lisier jusque dans ses champs. Une troisième étape qui va être, pardonnez-moi l'expression, le merdoduc,
Hein, donc c'est cette fameuse conduite sous pression qui permet de transporter les matières jusqu'à leur point d'usage, mais toujours une rupture de chaîne, puisqu'on a toujours ces fosses qu'il faut bien vidanger. Et le dernier système qui est le schéma idéal, dans lequel on aurait la distribution directe depuis le lieu de production jusqu'au lieu d'utilisation de cette éjection. Mais bien entendu, la recherche d'un idéal est impossible, et donc je pense que je conclurai sur ces mots-là. L'assainissement est un sujet formidable, mais qui ne trouvera jamais de solution bien satisfaisante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. On aurait peut-être pu imaginer un système où les habitants de la ville vont collecter leur nourriture sur les AMAP situés au champ et on profite pour délester j'ai pas eu le temps, mais dans la thèse, vous avez vu qu'il y a une partie qui était sur le circulus. Donc il y a un des pères du socialisme qui s'appelait Pierre Leroux qui a essayé de théoriser cette question-là. Encore une fois, entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup d'écarts. Mais on peut rêver tout un tas de systèmes. Très bien. Donc nous allons passer à la deuxième partie de cette soutenance de thèse, qui est la discussion avec le jury. Et je vais donc commencer par passer la parole à Madame Liliane Claude de l'Institut Urbanisme. Bien, je vous remercie infiniment parce que votre présentation est superbe. Elle reprend nombre d'illustrations et d'analyses que vous avez menées dans votre manuscrit, mais là, c'est excellent. Elle est bien écrite. Votre bibliographie aurait mérité quand même un ordre alphabétique, histoire qu'on s'y retrouve, mais vu quelques copies, mais pour le reste, elle est très, très fournie. Et donc, ce qui m'a touchée et intéressée, c'est la manière dont l'histoire sert des techniques, de la médecine, de la chimie, des techniques en général, et l'histoire du droit s'entrecroisent et se mêlent d'une certaine manière autour de cette question d'éjection. Il y a aussi l'histoire des métiers, des pratiques agricoles, un peu moins sur les pratiques agricoles, mais les métiers sont là, comme ceux des villageurs, et centrés sur Lyon, mais aussi avec une ouverture sur des villes ou des pays qui ont influencé par leurs innovations, qui ont renouvelé ces techniques. Votre littérature est abondante. Le recours à des travaux de recherche est important. Vous-même, vous avez écrit un certain nombre d'articles sur le sujet, que je signalais au début. Et comme vous l'avez dit,